Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde et c'est la 23e heure de direct. Alors pour cette avant-dernière destination de ce marathon, nous partons tout de suite en direction du sud-est de la première puissance économique mondiale. Bienvenue à Atlanta. Capitale de l'État de Géorgie, Atlanta est aussi la ville qui a vu naître Martin Luther King. À mes côtés pour cette émission, Valère Aurat, bonsoir et bienvenue. Vous êtes cofondateur de Quipment. Très rapidement, qu'est-ce que Quipment ? Quipment est spécialisé dans la fourniture de matériel médical et de laboratoire pour les hôpitaux dans le cadre de la recherche clinique. D'accord, et vous êtes implanté à Atlanta. Gérard Guyard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président de Gravotech et conseiller du commerce extérieur de la France. Gravotech en deux mots. Gravotech en deux mots, c'est un concepteur et fabricant de systèmes de marquage pour l'industrie automobile, aéronautique, suivre et tracer les pièces. D'accord. Bernard Anquez, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondateur de BAC, Bernard Anquez Consulting, et qu'est-ce que vous faites ? J'accompagne et je facilite par des missions de consultants les échanges de bonnes pratiques d'entreprises entre les États-Unis et la France. D'accord. Dominique Lemoine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat et vice-président du Conseil consulaire à Atlanta et conseiller du commerce extérieur de la France aussi. Aviv Zonabend, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller municipal délégué aux relations avec les villes jumelées à Toulouse, parce que Toulouse est jumelée avec Atlanta. Oui, c'est un beau mariage d'amour, un jumelage d'amour, mais c'est surtout une nouvelle vision sur l'innovation et l'économie, sur des échanges avec la Georgia Tech Université, sur la longue histoire avec Airbus, sur le partenaire stratégique avec Isae Super. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Bon, Là, avec plaisir. On se présente. Et on a aussi Olivier Sureau qui est via Skype. Est-ce que vous nous entendez, Olivier ? Oui, bonjour. Bonjour à tous, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend et on vous voit aussi. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes expert comptable chez Jade Fiducial et aussi conseiller du commerce extérieur. Absolument, tout à fait. Pour démarrer cette émission, on écoute tout de suite Louis de Corail, qui est consul général de France à Atlanta et qui nous parle de la situation économique de la ville. D'abord, Atlanta, c'est une ville du top 10. C'est la 10e métropole américaine en termes de richesse. Elle est encore mieux classée en termes de progression ces dernières années, entre la 4e et la 6e place. Donc c'est une ville dynamique et en pleine expansion. Et puis surtout, c'est une ville-centre. C'est la ville-centre qu'on appelle le hub de la région sud-est. Ici, on doit raisonner en termes régionaux. Le sud-est des États-Unis, dont le centre est Atlanta, est une région en pleine croissance. Aviv, je vous ai coupé tout à l'heure, mais vous étiez en train de nous expliquer quels étaient les axes un petit peu économiques sur ce jumelage entre Toulouse et Atlanta. Alors c'est une nouvelle vision que nous donnons à ces jumelages, une vision portée sur l'économie, l'innovation. C'est des tables rondes avec la Georgia Tech Université, en phase avec la mairie d'Atlanta et surtout aidé, je le remercie, par Louis de Corail, le consul. Donc nous avons, je l'ai déjà dit, donc une réunion sur la longue histoire entre Airbus et la Georgia Tech, un partenaire stratégique avec Isae Super et aussi une table ronde sur mon deuxième mandat de la métropole comme président de la commission de l'eau et de l'assainissement sur tout ce qui est la gestion de l'eau dans le cadre d'une Smart City pour transformer l'eau en bioénergie. D'accord, que de beaux projets. Dominique, est-ce que vous pouvez nous parler des secteurs porteurs d'Atlanta et de l'État de Géorgie ? Oui, tout à fait. D'abord l'automobile, puisque les constructeurs étrangers sont centrés autour d'Atlanta. Atlanta est maintenant le siège pour l'Amérique du Nord de Porsche et de Mercedes. Le cinéma, on tourne maintenant plus de films à Atlanta qu'à Los Angeles. La musique, c'est la capitale du hip-hop. Mais aussi la cybersécurité, la fintech et la silver economy. Donc, une vaste progression dans la haute technologie. D'accord. Olivier, est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes avec nous ? Il y a aussi la présence de nombreux sièges de grands groupes qui confirment l'attractivité de la ville. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu ces groupes, s'il vous plaît ? Alors, parmi les grands groupes américains, nous avons Coca-Cola, nous avons Home Depot, nous avons également Delta et UPS. Et comme le disait justement Dominique, autour de tous ces grands groupes gravitent de nombreuses PME françaises. Et d'ailleurs, il y a à peu près 10 jours, Peugeot a annoncé
l'ouverture de son siège social américain à Atlanta. D'accord. Ce qui confirme vraiment l'attractivité de cet État. Un autre point fort de Atlanta, c'est son aéroport. Bernard, vous avez travaillé longtemps chez Air France KLM. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aéroport en quelques chiffres, par exemple? L'aéroport d'Atlanta, c'est le résultat d'une vision de deux maires depuis 1930. M. Hartsfield d'abord, et ensuite M. Jackson. C'est pour ça que l'aéroport s'appelle Hartsfield Jackson International Airport. 104 millions de passagers en 2017. Il surpasse tous les aéroports du monde d'au moins 10 millions, parce que c'est un nœud de correspondance extrêmement important. 90% de passagers domestiques, 10% de passagers internationaux, 69% de passagers en correspondance. C'est donc un développement qui est la propriété de la ville d'Atlanta, ce qui fait sa force, car les processus de décision et d'investissement sont extrêmement rapides. Une anecdote, lors d'un dîner chez le consul général, le maire était présent, le directeur de l'aéroport était là aussi, et le directeur s'adressait au maire en disant « Yes, boss ». Valère, je crois que vous, ça a été assez déterminant, la présence de cet aéroport dans votre implantation à Atlanta. Oui, Equipment expédie du matériel partout dans le monde, principalement aux États-Unis, au Canada et au Mexique depuis notre hub à Atlanta. Avoir cet aéroport ainsi que tous les grands transporteurs américains très proches de nos bureaux est un vrai atout, parce que ça nous permet d'avoir de multiples ramasses quotidiennes, voire de déposer des colis à la dernière minute à l'aéroport, tard le soir, pour répondre au plus vite à la demande de nos clients. Donc c'est un vrai atout. Ça s'avère vraiment pratique. Oui. Gérard, vous, Atlanta, c'est vraiment votre plus grosse filiale aux États-Unis. Quels sont les paramètres, les points forts de la région qui ont permis à votre entreprise d'arriver à ce stade de développement? D'abord, les États-Unis, c'est un marché assez homogène. Et donc, quand on développe quelque chose, on peut l'expérimenter dans un État, puis dans 2, puis dans 3, puis dans 10, et ainsi de suite. Et Atlanta, grâce à cet aéroport et ce hub, nous permet de livrer des pièces et du service sous 24 heures. En fait, on a 30 000 clients Gravotech aux États-Unis. Et bien que nous soyons très implantés sur la côte Est, finalement, par notre siège qui est là-bas, eh bien, nous livrons la côte Ouest dès le lendemain. Et ça, c'était important. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à Atlanta, on était welcome, on était bienvenus. Le county, on s'est installé juste à côté d'Atlanta, à Gwinnett County, nous a prêté des terrains, nous a aidé dans le financement, et s'est développé de façon considérable. Quand je dis de façon considérable, Gwinnett County, que personne ne connaît, ça a été pendant 5 ans le comté aux États-Unis qui s'est le plus développé, parfois en compétition avec celui de Las Vegas, c'est vous dire. Et là où nous sommes, dans cette petite ville où nous sommes, il y avait, quand j'ai commencé il y a 25 ans, environ 40 000 habitants. Il y en a 450 000 aujourd'hui. C'est vous dire combien ils ont su être attractifs. D'accord. Justement, à propos de l'attractivité d'Atlanta pour les investisseurs français, on écoute tout de suite Ivan Streichenberger, qui est conseiller du commerce extérieur. Quand les investisseurs, les entrepreneurs et les dirigeants français pensent s'installer aux États-Unis, les villes qui viennent en tête sont New York, San Francisco, Boston et certaines autres. Des villes magnifiques, des villes passionnantes, des villes où j'ai eu la joie de vivre plusieurs années. On ne pense pas à Atlanta. Après avoir passé maintenant du temps dans toutes ces villes, je pense que c'est une énorme erreur. Si vous voulez avoir un point central aux États-Unis, une main-d'œuvre de qualité, des coûts abordables, un réseau logistique extrêmement pointu et une qualité de vie qui est largement supérieure à toutes ces villes, Atlanta est un choix qui est absolument clair. C'est une ville qu'il faut découvrir, dans laquelle il faut passer un peu de temps, mais c'est une ville qui offre des opportunités business et personnelles absolument incroyables. Qu'est-ce que l'implantation de Equipment à Atlanta a apporté à votre entreprise? Ça a apporté énormément de croissance. Dès la création de l'entreprise à Atlanta, après 1 an, on avait embauché 20 personnes, un peu plus de 20 personnes en France. On avait embauché un peu moins de 10 personnes aux États-Unis. Ça nous a permis de gagner la confiance de nos clients américains, de gagner la confiance d'autres clients américains.
Ça vous a permis de rayonner sur le marché? Ça nous a permis de rayonner sur le monde et aujourd'hui, on s'est implanté au Japon. On réfléchit à une implantation en Russie et à Hong Kong. D'accord. Et Il y a cette un vrai implantation à rayonnement. Atlanta qui vous a permis Oui. aussi, qui vous a ouvert tous ces parce marchés. qu'on travaille dans la recherche clinique. La recherche clinique, c'est un marché qui est principalement américain. Et quand vous gagnez la confiance des Américains, ça rayonne partout dans le monde. D'accord, avis à bon entendeur. Dominique, juridiquement, vous, quels sont vos conseils pour l'implantation sur place? Alors, tout d'abord, prenez un avocat. C'est absolument indispensable parce que le système est très différent du système français. Donc, même pour constituer une société, aussi simple que ça puisse paraître, il vous faut un avocat, il faut quelqu'un qui vous prépare vos contrats, il faut faire beaucoup de prévention parce que le contentieux est extrêmement cher. Un bon contrat vous coûtera peut-être 5 000 $, un contentieux peut vous coûter 200 000 $. Donc, c'est beaucoup plus cher qu'en France. D'accord. Donc, faire de la prévention. Ok. À ce sujet, je crois que vous avez eu une mauvaise expérience sur la location de vos locaux professionnels. Oui. Alors l'implantation a été extrêmement rapide, ça a pris 9 mois. Ça aurait pu en prendre 6 si sur les 3 derniers mois, on n'avait pas bataillé avec le propriétaire de nos locaux pour négocier le bail. Il y avait des clauses qui étaient complètement inacceptables dans le bail. Et du coup, vous avez pris un bon avocat. On a pris un avocat sur place. Ouais. Il a fallu se battre pendant 3 mois, mais ça a été réglé. Et aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien avec notre propriétaire. Depuis qu'on est d'accord sur les termes du contrat, on s'entend très bien. Okay. Voilà. D'accord. Mais vraiment faire attention aux clauses des contrats. Olivier, vous êtes toujours là? Tout à fait, je suis toujours là. D'accord. Qu'est-ce qui fait l'attrait de la Géorgie par rapport aux autres États en matière de fiscalité? Alors, en matière de fiscalité, la Géorgie a un taux favorable de fiscalité. C'est-à-dire que ça fait à peu près une dizaine d'années que la Géorgie s'est poussée pour être plus attractive en termes de fiscalité. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a une fiscalité fédérale qui s'applique à tout le monde. Elle est aujourd'hui assez basse depuis les nouvelles réformes fiscales. L'impôt sur la société est de 21%. Et à cela, on va rajouter la fiscalité des États. La Géorgie a un impôt sur les sociétés qui est de 6%. Alors, à première vue, ça paraît d'être un taux qui peut être assez conséquent. Mais en fait, un business qui vient s'implanter à Atlanta, dès lors qu'il réalise son chiffre d'affaires à l'extérieur de la Géorgie, ne sera pas imposable sur son bénéfice réalisé à l'extérieur de Géorgie. Ça veut dire qu'un business qui vient s'implanter demain en Géorgie et qui a sa base à Atlanta et qui fait finalement ses ventes en dehors de la Géorgie, ne paiera aucun impôt sur les sociétés dans l'État de Géorgie. Il ne paiera qu'un impôt fédéral. Et ça, c'est ce qui rend l'État de Géorgie comme un État l'un des plus attractifs fiscalement aux États-Unis. D'accord, merci pour ces précisions. Le coût du travail est assez bas, mais c'est un petit peu un faux semblant. Gérard, vous êtes obligé de compenser un petit peu dans les salaires? En fait, oui, le coût du travail et le droit social, évidemment, sont une sorte de rêve de patron à l'ancienne. Mais ce n'est pas le sujet. Si on veut des gens de qualité, fidèles, il faut compenser que ce droit social de Géorgie qui n'est pas généreux et offrir ce qu'on appelle des bénéfices, c'est-à-dire une couverture sociale, dentaire, pour les yeux, pour la médecine en général. Et donc, même si les charges sociales, a priori, semblent être à 12,5%, en vérité, si on veut véritablement être dans un groupe international, développer des gens, développer des carrières, il faut complètement compenser cela. Et chez nous, les charges sociales sont d'environ 35%. Vous voyez, on améliore véritablement le package qu'on offre aux salariés, parce qu'autrement, je veux dire, dans un petit groupe international, ça ne peut pas être non homogène par rapport aux autres filiales. Et surtout, ça fidélise des gens. Autrement, comme il y a assez peu de chômage, évidemment, les gens partiraient très rapidement. Donc il faut avoir une politique sociale bien supérieure à celle que l'État lui-même de Géorgie impose. D'accord. Aviv, vous accompagnez des startups toulousaines dans leur implantation à Atlanta. Quelles sont ces startups? Dans quel domaine est-ce qu'elles exercent? Oui, alors les domaines, c'est d'abord faciliter l'accès à des ressources techniques, financières, à de nouveaux marchés en dehors de l'Europe. D'accord. C'est accompagner le développement des PME à l'international sur des actions concrètes et pragmatiques. Grâce à Toulouse, c'est démontrer enfin la richesse du tissu économique toulousain. Donc, on a lancé des échanges de start-up depuis 2016. Donc, en 2016, les Toulousaines, c'était Donecle et Winlock. Et on a reçu en échange Carbise et Parkpike. En 2017, c'était Toulouse a envoyé Nanolike et Nanomad. Et Atlanta nous a envoyé Vayando et Volantio. Donc, c'est les intégrer dans un écosystème de l'économie. D'accord. Je crois qu'il y a une entreprise qui fabrique des drones dans toutes celles-ci. C'est
Pas exactement des drones, c'est-à-dire c'est une entreprise qui détecte les impacts de foudre sur les avions et qui, au lieu de le faire avec 4 salariés pendant un long moment autour de l'avion pour détecter les impacts, elle a équipé un petit drone qui fait en 20 minutes le tour de l'avion et qui détecte tous ces impacts de foudre. Voilà. C'est très rapide. On l'a présenté à Delta Airlines à Atlanta et c'est en cours de concrétisation. D'accord. Bernard, est-ce que vous avez un conseil pour un entrepreneur qui souhaiterait s'implanter à Atlanta? Je reviendrai sur ce que Delta a fait dans cet environnement, à savoir de la facilité et d'aller vers le but lorsque Delta a donc été à implanter ces lignes vers donc la Guadeloupe et la Martinique. C'est donc une activité extrêmement rapide de décision et qui permet donc de tester des situations et de vérifier que le retour sur investissement se fait très rapidement. D'accord. Aviv, vous allez nous quitter, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prochains rendez-vous de Toulouse à Atlanta? Oui, il y a beaucoup de rendez-vous. D'abord, saluer et remercier Jean-Luc Moudin, mon maire président, qui me permet de participer au développement de Toulouse à l'international. Donc la semaine prochaine, je serai à Atlanta avec un chef toulousain, Stéphane Tournier, qui est un chef étoilé Michelin, pour faire, dans le cadre de Goût de France, l'arrêté de Laurent Fabius, pour exciter les papilles gustatives de nos gens à l'international. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand repas? C'est un grand repas convivial, mais surtout de qualité. Il y aura 80 personnes. C'est une manière de faire du business, d'inviter des gens de qualité, des entrepreneurs, des entreprises, pour leur faire goûter la vision internationale de Toulouse. Ça, ce sera du 20 au 23 mars, donc la semaine prochaine. Nous avons participé aussi à la fusion des 2 dates de Venture Atlanta, qui aurait dû être en début septembre, et de France Atlanta. Et les 2 événements seront organisés le 16 octobre. Et le 17 octobre, nous exporterons nos compétences scientifiques dans le domaine de la santé, puisqu'il y aura une table ronde que j'ai programmée, que j'ai demandée, qui sera validée, je pense, sur la santé. Et on parlera des neurosciences aussi et de la recherche sur le cancer avec l'Oncopole. D'accord. Voilà. Juste dire encore un mot pour notre comité de Toulouse-Atlanta et d'Atlanta-Toulouse, parce que il faut savoir qu'en octobre 2017, nous sommes allés à Atlanta aussi pour faire une table ronde, je l'ai dit en préambule, mais on a sollicité Atlanta pour aider la réfection du patrimoine toulousain, et la French Heritage Society nous a offert un don de $10 000 pour la réfection des peintures murales de la Dorade. Voilà. C'est un retour sur investissement qui porte et qui nous valorise dans cette situation. Un jumelage qui porte ses fruits avec un très beau programme. Merci beaucoup, Aviv. Vous restez avec nous, vous nous quitterez pendant la pause, mais merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on marque une courte pause et on revient tout de suite après pour un focus sur les différences culturelles. Voilà.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Atlanta et aux États-Unis. Alors, les Américains sont réputés pour leur grand positivisme. Oui. Tout d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on gère ça dans le business et dans les affaires? D'abord, c'est tout à fait vrai. C'est un pays de célébration. Il y a 18 000 trophéistes aux États-Unis. Aux États-Unis, quand quelqu'un réussit, on le démontre et on le fait voir à tout le monde. En France, éventuellement, on va pas trop en faire la publicité. Et donc, dans l'entreprise, il y a un engouement tout de suite pour les nouveaux projets. Quitte à éventuellement, si ça ne marche pas, avec un certain pragmatisme, revenir en arrière aussi si nécessaire. Mais il y a un engouement. Alors cet engouement, il ne faut pas se tromper, il faut quand même le mettre en musique. Il faut quand même le suivre avec des plans très précis. C'est vrai que les ingénieurs français sont extraordinaires pour cela. Et donc, il y a ce petit affrontement entre quelque chose de très analytique et quelque chose qui éventuellement est plus sensitif, si je puis dire, chez les Américains. Et faire attention, des fois, on dit oui, mais ce n'est pas forcément que tout est bien compris. C'est un oui d'entrain. C'est un oui d'entrain plus qu'un oui d'exécution, parfois. Voilà. Donc, il faut se méfier de cela. Mais je veux dire, c'est déjà sympathique de commencer par quelque chose de positif. Voilà, c'est sympathique. Olivier Sureau, qui est en direct d'Atlanta, vous voulez intervenir? Est-ce que vous êtes là? Oui, absolument. Oui, absolument, je suis là. Donc, au niveau culturel, hein, je rejoins ce qui a été dit. Hein, on a quand même on a un positivisme qui est assez important à Atlanta et de façon générale aux États-Unis. Hein, on positive beaucoup de choses. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on a des différences culturelles avec la France et il faut savoir qu'un entrepreneur français qui vient s'installer aux États-Unis, ce qui va être la source gagnante de réussite, c'est de pouvoir importer une équipe biculturelle. À la fois d'emmener des équipes françaises, c'est bien, mais il ne faut pas emmener que des Français aux États-Unis. La meilleure source de réussite, c'est avoir un management qui soit à la fois français, mais également américain, puisque l'américain va apporter la connaissance du marché aux États-Unis et le français va apporter sa connaissance de la culture d'entreprise. Donc, cette réussite est fondamentale. Il ne faut pas arriver en se disant « je vais recruter que des Américains » ou alors « je vais recruter que des Français » parce que ça ne marchera pas. D'accord, merci. Donc, si on peut construire une équipe mixte, pour vous, c'est vraiment l'idéal. Bernard, vous avez fait travailler des équipes américaines et des équipes françaises ensemble. Quels sont vos conseils et vos constats? Le travail que j'ai effectué donc, pendant 10 ans à Atlanta au sein de la joint venture a été un travail absolument passionnant parce qu'on a réussi à mettre ensemble les énergies franco-néerlandaises et américaines et le résultat qui a été atteint a permis de 1 + 1 = 3, se basant sur les forces de chacun des partenaires et en les faisant intégrer ensemble. Les Américains vont beaucoup plus vite que nous pour prendre des décisions, n'hésitent pas à tester et revenir en arrière, comme le disait Gérard, si le résultat n'est pas concluant. Nous étudions plus longtemps avant de prendre une décision et quand nous sommes sûrs, nous y allons, mais nous perdons parfois du temps. Donc, ça a été une combinaison des deux choses. Ensuite, il y a cet élément très important d'avoir dans des équipes mixtes, c'est la notion qui était un peu le motto de la joint venture, trust and respect. Et sur ces éléments en profondeur, sur la manière dont nous fonctionnons, cette joint venture est partie sur d'excellentes bases. Et enfin, comme le disait également Gérard, la célébration des objectifs atteints est très festive et communicative. Delta actuellement fait des profits importants et il y a des profit sharing importants pour ses employés. Vous parliez de ne pas perdre de temps. Est-ce que cette notion de réactivité a été primordiale? Enfin, si vous n'aviez pas été aussi réactif, est-ce que ça aurait été différent pour vous Alors la réactivité, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Quipment. On fournit des solutions en temps réel sur Internet qui permettent à nos clients de suivre et contrôler tout ce qu'on fait pour eux tout de suite. Et c'est ça qui a fait le succès de Quipment. Donc, quand vous mélangez cette réactivité-là, ce service-là avec leur culture qui est positive et très réactive, qui veut aller de l'avant, qui veut faire du business, ça fait que, pour nous, oui, ça a été un vrai vecteur de succès. D'accord. Dominique, est-ce que vous avez peut-être un conseil pour l'interculturel? Oui, moi, ce que j'observe dans mon métier, c'est que la culture juridique est très différente.
Parce que les États-Unis, c'est un pays de common law, et donc vous n'avez pas comme en France un code civil sur lequel on peut se reposer. Donc vous voyez souvent en France des contrats qui sont très courts. Pourquoi? Parce qu'il y a un code civil ou un code de commerce qu'on peut aller consulter. Aux États-Unis, c'est le royaume du contrat. Donc, si vous faites un contrat court, vous donnez à votre interlocuteur américain la possibilité de faire tout ce qui n'est pas interdit par le contrat, c'est-à-dire pratiquement tout, et vous allez vous faire avoir. D'où l'importance de travailler sur le contrat, d'essayer de prévoir le plus de choses possible. Donc, vous avez des contrats américains qui peuvent avoir 25 pages. Alors, on n'est pas habitué à ça en France. Une culture juridique. Une culture juridique très différente. Et ça a des conséquences sur la négociation. C'est un pays où, par essence, la négociation contractuelle est dans leur ADN. Tout se négocie. Et ils sont très francs dans les négociations. Un Américain vous dira très rapidement dans une négociation combien ça doit coûter, combien ça doit rapporter. Très souvent, si je représente un Américain face à des Français, dans le cas inverse, je suis obligé de leur dire, attention, allez-y doucement, là, on ne parle pas d'argent tout de suite, il ne faut pas. Bon. Et les Français sont parfois choqués du fait que les Américains arrivent et mettent tout de suite carte sur table et disent, bon, voilà. Voilà. Et je rebondis sur ce qu'a dit l'interlocuteur précédent en ce qui concerne la réactivité. Très souvent, on voit des entreprises françaises qui ne sont pas préparées à la réactivité attendue par les Américains. On ne répond pas aux emails pendant 2 jours, par exemple. Ou on est complètement fermé au mois d'août. Là, ça ne passera jamais. D'accord. Et vos concurrents se feront un plaisir d'aller raconter à tout le monde que vous êtes à 3000 km et que vous répondez pas. Ça va très vite aussi. Ça va très vite. D'accord. Merci pour ces conseils, messieurs. On marque une courte pause. On revient tout de suite après pour un focus sur la vie quotidienne à Atlanta. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 23e ville, Atlanta. Atlanta est attractive pour son coût de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Valère? Et comparé au reste des États-Unis, mais aussi comparé à la France, qu'en est-il du coût de la vie sur place? Alors, je pense que le coût de la vie à Atlanta est effectivement un petit peu moins cher si on compare avec certaines régions ailleurs aux États-Unis. Par contre, si vous voulez avoir un niveau de vie qui est équivalent à celui que vous avez en France, je pense que ça coûte plus cher. Pour les logements, par exemple, si vous pour les logements, ça peut coûter cher. Si vous voulez acheter un bien, je pense que ça peut coûter moins cher parce que je trouve que l'immobilier, pour ce qui est d'acheter une maison, c'est moins cher. Par contre, si vous voulez louer, je trouve que les locations sont assez chères. Ou alors, si c'est pas cher, ça va être de moins bonne qualité, on va dire. Et puis après, pour tout ce qui est, par exemple, alimentaire, nous, on adore manger dans ma famille. Et si vous voulez manger aussi bien qu'en France, ça va vous coûter cher. Voilà. D'accord. Et pour les sorties, les restaurants, par exemple? Oui, c'est cher. Les restaurants sont chers pour avoir des choses de qualité, oui. Et en ce qui concerne l'immobilier, c'est une ville concentrique, je veux dire, par cercle. Donc, c'est une ville banlieue, finalement.
On disait tout à l'heure, il y a des arbres et on ne voit pas les maisons. Donc on peut être très très proche du centre et être dans une sorte de campagne. Et là, à ce moment-là, ça va coûter très très cher. Et plus on s'éloigne, évidemment, et de quelques kilomètres, de quelques miles, et plus le terrain disponible sera présent. Il y a des dizaines et des dizaines d'acres qui sont tous les ans mis à disposition. Il n'y a pas les PLU à la française. Donc, c'est une ville où on peut trouver de l'immobilier pas cher et neuf et très agréable. Hein. Mais voilà, il faut savoir faire un choix et c'est pas simple. Et le choix, on le fera en fonction du lieu où on doit travailler parce que la ville commence à être assez encombrée sur le plan automobile quand même. Oui, on se déplace seulement en voiture à Atlanta. Bernard, est-ce qu'il y a des transports en commun ou... Alors, il y a des transports en commun. Le BARTA, par exemple, qui a été construit il y a une vingtaine d'années, qui se développe. Et la mairie s'emploie à l'augmenter, mais c'est vraiment la voiture. Il y a des embouteillages, mais les autoroutes urbaines, c'est 7 voies. Donc finalement, la régulation du trafic se fait assez bien. Et moi, ce qui me frappe à Atlanta, c'est la ville à la campagne, oui. C'est-à-dire un environnement d'arbres très important. Et quand on est sur une hauteur proche Stone Mountain, quand on regarde, on voit le centre-ville, Midtown, Buckhead, un peu l'aéroport, et après on voit que des arbres. Et pourtant, c'est rempli de maisons. Donc ça, c'est un des charmes d'Atlanta qui fait que, malgré les embouteillages, parfois, on a une vie à l'intérieur de la ville très agréable. D'accord. Dominique, quelques mots sur la qualité de vie à Atlanta, donc peut-être pour donner des exemples ou compléter ce que vient de dire Bernard. La qualité de vie est extraordinaire. D'abord, vous avez un climat qui est pratiquement le même que celui du sud-ouest de la France, donc c'est... Allez-y. Donc c'est très agréable. C'est une ville qui n'a pas la tension de villes comme New York, Los Angeles. En termes de rythme. En termes de rythme et en termes de gentillesse des gens, d'ailleurs. Quand je vais dans le nord-est, je suis frappé par le fait que les gens ne sont pas aimables. Quoi. Absolument. Vous êtes à Atlanta, on dit good people. Voilà, les gens sont gentils. Vous avez un accident, une roue crevée, les gens vont s'arrêter pour vous aider. Exactement. Mais attention un petit peu au choc culturel. C'est-à-dire que vous arrivez dans un nouveau pays, c'est à vous de vous adapter. Et c'est pas parce qu'on a l'habitude de voir les films de Hollywood à la télévision en France qu'on connaît bien les Américains. C'est en fait souvent une erreur que commettent les Français, c'est qu'ils pensent qu'ils vont dans un autre pays européen, et c'est pas le cas. Et c'est même pas la même chose que le Royaume-Uni. C'est quand même assez différent. Et des communautés européennes tendent à se regrouper d'ailleurs autour des écoles, comme l'école internationale, où il y a des microcosmes qui se reforment. Et il y a des gens qui vous diront qu'ils ont parfois du mal à avoir des amis américains. Parce que si on ne fait pas l'effort d'aller vers leur culture, c'est leur pays, ils ne parlent pas forcément les langues étrangères, et ça a des conséquences. Olivier, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours là. Vous ne vivez pas à Atlanta, mais vous avez des collaborateurs ou des clients sur place. Quels sont leurs retours sur la qualité de vie sur place? Alors moi, les retours, je ne vais pas le comparer à la France parce qu'on en a déjà parlé. Je le compare vraiment au reste des États-Unis. Et nous, on a 8 bureaux aux États-Unis. Et je pense qu'à Atlanta, c'est la ville où nos collaborateurs ont la meilleure qualité de vie. Hein, on a parlé d'espace. On parle de coût de la vie également. Quand je compare à des villes comme Miami, on est à entre 10 et 20% moins cher à Atlanta. Ne serait-ce que le gallon d'essence est en général 10 à 20 cents moins cher qu'une ville comme Miami. Donc ça a quand même un attrait de ce côté au niveau de la qualité de vie. Et c'est vrai que nos collaborateurs s'y plaisent bien et ils restent en fait. Ils restent sur le long terme. D'accord. Bon, en quelques mots, ça donne quand même plutôt envie d'aller s'installer à Atlanta. J'ai aucune envie de partir. D'accord. Moi, j'ai resté toute ma vie dans des grandes villes. Je suis parisien, né à Paris. La perspective d'habiter à Atlanta, ma femme et moi, nous avions quelques craintes. Oui. Nous sommes devenus très, très fans. D'accord. On va passer sur un sujet sur la scolarité sur place et on écoute tout de suite Alexandre Durand, qui est attaché de coopération et d'action culturelle au consulat de France à Atlanta. Pour les Français qui souhaiteraient s'installer à Atlanta et offrir à leurs enfants un enseignement bilingue français-anglais, il existe différentes possibilités. Il y a 2 écoles internationales privées à Atlanta,
la Atlanta International School et la Da Vinci International School, qui proposent ce type d'enseignement. L'avantage, c'est qu'ils sont homologués par le ministère de l'Éducation nationale et que les profs dans la partie française sont diplômés en France. Atlanta a aussi beaucoup investi dans les programmes d'immersion bilingue dans les écoles publiques. Il y en a 5 dans l'agglomération d'Atlanta qui proposent un enseignement à 50% en français, 50% en anglais. Et pour les Français que ça intéresse, ils doivent résider près de cette école puisque les inscriptions sont sectorisées. Gérard, vous avez 2 enfants qui sont nés là-bas et qui ont étudié là-bas. Quels sont vos conseils en termes de scolarité ? D'abord, il faut choisir la maison en fonction de l'école. Et d'ailleurs, les impôts locaux dépendront de la qualité du ranking de l'école. Et quand vous regardez vos impôts locaux, 50% des impôts locaux peuvent aller à l'école. Voilà. Donc le quartier est à choisir en fonction de cela. Et si vous êtes un expatrié, évidemment, vous allez vous rapprocher un peu du microcosme, comme disait Dominique, de l'école internationale. Si vous êtes quelqu'un qui est là pour longtemps, comme nous, évidemment, on va choisir école privée ou publique de quartier. Et c'est déterminant parce que finalement, il y a une vie de quartier. Et les enfants vont ressembler un petit peu à cette communauté scolaire très forte parce qu'on voit les professeurs après les cours, parce qu'on se reçoit les uns et les autres. Il y a un petit côté provincial, peut-être peut-on trouver vu de France, mais c'est très convivial en fait. Donc il faut choisir sa maison en fonction de l'école. D'accord. Cette émission touche à sa fin. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que vous, en vous adressant aux Français qui nous regardent et qui voudraient s'installer à Atlanta, 2 mots, en étant assez concis, un petit résumé sur vous, votre expérience et les conseils. Alors moi, j'ai trouvé que la vie à Atlanta était très agréable. Je viens de Lorraine, le climat est très difficile, on ne va pas se mentir. Et à Atlanta, la météo, c'était quelque chose de très important. Et puis, j'ai trouvé que pour ce qui était de la scolarité, c'était vraiment super. Mon fils adorait aller à l'école. D'accord, ça fait partie des atouts. C'était très bien. Ok, Gérard. C'est une grande métropole, plus de 6 millions de personnes, et il y fait bon vivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est suffisant. Bernard. Moi, j'y suis allé pour 2 ans, j'y suis resté 10. Un fils m'a rejoint, il faisait des études en Europe, il a passé un PhD à Georgia Tech, il s'y est installé, il s'est marié avec une Américaine. Et j'y retourne pratiquement tous les mois. Donc Atlanta, c'est un peu ma 2e maison. D'accord. Et Dominique ? Écoutez, moi je dirais que si vous êtes une entreprise française qui a décidé de s'installer aux États-Unis, il faut bien sûr d'abord regarder là où est votre clientèle principale. Mais le conseil que je vous donnerais, c'est de regarder au-delà de New York et San Francisco, qui sont toujours les 2 villes qui reviennent, et de regarder des villes justement comme Atlanta qui peuvent vous offrir un contexte beaucoup moins cher, donc une meilleure compétitivité, tout en y joignant une meilleure qualité de la vie. Et je pense que vous ne serez pas déçus. D'accord. Avis aux investisseurs. Olivier, si vous êtes toujours là, quel serait votre mot de la fin pour cette émission ? Moi, je dirais, venez voir Atlanta. Il faut venir voir Atlanta. Et vous rendrez compte par vous-même. Et ben voilà, c'est très clair. Merci beaucoup, messieurs, pour ces interventions. Merci de nous avoir suivis. Les 24 heures chrono de l'International, ça continue pour une dernière destination, et c'est Paris. I am 4, I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.